Gilles Duceppe est le nouveau chef du Bloc québécois. Un nouveau cycle politique commence et l'heure est au rassemblement de toutes les forces indépendantistes. Une espèce de convergence, en tout cas certainement un mouvement qui tend vers le rassemblement des forces indépendantistes. Nous autres, l'ennemi, c'est pas le Bloc, l'ennemi, c'est Harper. Il faut être vraiment mal pris à l'effet pour le Bloc québécois d'aller chercher M. Duceppe. C'est certain que les Québécois vont avoir tout un choix rendu aux prochaines élections. Alors, on peut dire que c'est la première surprise de cette campagne électorale qui s'amorce au retour de Gilles Duceppe à la tête du Bloc québécois. On a parlé de l'effet Pierre-Carl Péladeau. Quel sera l'effet Duceppe sur le mouvement souverainiste et sur les élections? Tacha, Michel, Daniel, bonsoir. 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 Alors, comment est-ce que l'arrivée de Gilles Duceppe va changer la donne? Ça va brasser quand même les cartes, Michel. Oui, certainement. Écoutez, jusqu'à avant-hier, finalement, le scénario le plus plausible était la disparition pure et simple du Bloc à la prochaine élection. Avec Mario Beaulieu, honnêtement, ça allait nulle part. Maintenant, avec M. Duceppe, on est, j'imagine, assez certain d'aller au moins chercher tous ceux qui ont déserté le Bloc depuis l'arrivée de M. Beaulieu. Et fort probablement aussi de revenir à tout le moins au niveau de 2011, ce qui n'était pas suffisant. On l'a vu que ça a donné, 5 sièges. Mais on peut facilement imaginer qu'on remonte à des niveaux de 25, entre 25 et 30 %. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle la zone payante. Et dans des luttes à 4, on peut très bien imaginer que le Bloc retrouve 20, peut-être 25 sièges. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour le Bloc. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel? Oui, absolument. Écoutez, si vous me demandez est-ce que ce soir le Bloc québécois est en meilleure position que la semaine dernière, sans aucun doute, Gilles Duceppe, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, mais c'est un politicien aguerri. Il sait comment jouer la jeu de politique, il sait comment faire un discours, il sait comment soulever une foule, il sait aussi comment gagner un débat télévisé. C'est pas inutile. Sauf que, on l'a vu, et Michel l'a dit un peu, on l'a vu aujourd'hui avec la CSN, un peu plus tôt avec la FTQ. Les deux grandes centrales syndicales au Québec disent il faut arrêter battre Stephen Harper à la prochaine élection. Et si pour cela, il faut voter néo-démocrate ou libéral, votons néo-démocrate ou libéral. Oui, Gilles Duceppe change la donne, mais rien n'est acquis. Tacha, comment est-ce que ça a été perçu, ce retour? Ça a causé une surprise dans le reste du Canada? Oui, absolument. C'était probablement la dernière chose sur le radar. Et beaucoup de gens se disent, mais pourquoi? Et pourquoi M. Duceppe voudrait revenir après la défaite creusante qu'il a eue? Et c'est une question à poser. C'est sûr qu'il y avait un sondage qui démontrait que le score du Bloc serait beaucoup mieux sous lui. Et je pense, je suis d'accord avec Michel et Daniel que c'est mieux aujourd'hui que c'était la semaine passée. Mais quand même, je suis d'accord avec M. Mulcair et beaucoup de Canadiens aussi pensent que c'est comme Back to the Future, comme il a dit. Et c'est quelque chose qui a déjà été vécu sous M. Duceppe. C'est une chose de reprendre un parti qui a été défait sous quelqu'un d'autre, mais quand c'est le parti qui a été défait sous toi, c'est quelque chose de très, très différent. Bon, en 2011, quand même, le vote de protestation, il s'était déplacé du Bloc vers le NPD, mais personne, je crois, pensait que le NPD pouvait gagner. Or, là, quand même, le NPD a une chance de l'emporter. Vous en parliez, Michel, Daniel, mais ça change quand même un peu les choses, non, Michel? Oui, ça change. En particulier depuis la victoire du NPD en Alberta, la possibilité d'un gouvernement néo-démocrate est très réelle. Et ce qui apparaissait pas du tout en 2011. Maintenant, est-ce que, par exemple, l'argument de M. Duceppe, c'est de dire, écoutez, on a vu ce que ça donnait en 2011, on a fait élire 50 quelques députés, ça n'a pas empêché les conservateurs d'être majoritaires. Maintenant, j'ai l'impression, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la chance de revoter NPD, quitte, même des souverainistes, quitte à se dire, bon, ben on réglera la question de la souveraineté au Québec, mais que le plus urgent, c'est de se débarrasser de Harper. Daniel? Oui, et le défi de Gilles Duceppe, il le dit lui-même, c'est de rassembler les forces indépendantistes. Il y a quoi, 25 des Québécois qui ont voté pour le PQ la dernière fois. Quand on leur pose la question sur un éventuel référendum, le
oui, tourne autour de 40 Si Duceppe est capable de mobiliser 25 de la population, il est dans la partie et il peut faire des gains, et il peut faire des gains importants. Sauf qu'il va falloir pour ça que les indépendantistes, les souverainistes cessent de faire de beaux discours et qu'ils s'impliquent dans cette campagne aux côtés de Gilles Duceppe. Il a besoin désespérément de trouver des candidats prestigieux. Il n'y en a pas pour l'instant. Il a besoin de trouver de l'argent. Il a besoin de mettre sur pied une organisation en très, très peu de temps. Il va falloir que les gros canons du PQ, Pierre-Carl Péladeau en tête, cessent de dire oui, c'est beau le Bloc et qu'il aille sur le terrain avec Gilles Duceppe, sinon ça ne marchera pas. Bon, alors c'est donc le NPD qui va en souffrir le plus, probablement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Justin Trudeau, Tasha? Ben, c'est une bonne chose pour lui. Écoute, ça divise le vote clairement. Si le Bloc est là, ça va diminuer le vote potentiel de l'NPD, ce qui permettrait aux libéraux peut-être de récolter plus de sièges. Et M. Trudeau a déjà dit, suite au revenu de M. Duceppe, que bon, ça va susciter tout le débat sur le fédéralisme, qui est un débat important à faire et qui bénéficie aux libéraux. Mais il y a aussi la possibilité, j'ai réfléchi à ça, que M. Harper aussi peut en profiter parce qu'il peut sortir le spectre d'une coalition non seulement socialiste, mais souverainiste. Ce qu'il a fait en 2011, il a dit la possibilité d'une coalition avec les souverainistes, c'est dangereux pour le Canada. Alors peut-être ça va lui aider aussi. Ça vous fait sourire, mais M. Harper serait très content, Natacha, s'il se retrouve minoritaire et que le Bloc peut le soutenir pendant quelques mois ou peut-être même une année ou deux. Alors, ça joue dans les deux sens. Ça joue partout, oui. Ça c'est fait très imprévisible. Plusieurs scénarios possibles. Revenons à l'impact sur le mouvement souverainiste, Michel. C'est quand même un duo particulier, non? PKP, Gilles Duceppe? Oui, c'est assez particulier. L'ancien syndicaliste qui va aller main dans la main avec le roi du lockout, là, c'est certain que pour un certain nombre de gens, ça va faire... Ils vont vous aimer ce soir. Un couple assez bizarre. Mais je pense que M. Péladeau et M. Duceppe comprennent parfaitement que le Bloc... on doit soutenir le Bloc pour ne pas nuire à l'ensemble du mouvement souverainiste. Maintenant, qu'on le veuille ou non, le Bloc, c'est une espèce de baromètre. Quand le Bloc tombe, il y a tout un espèce de mouvement de déprime. On se dit, bon, la souveraineté tombe. Alors, le PQ est condamné à appuyer M. Duceppe. Et je pense que malgré leurs antécédents respectifs, le courant va mieux passer avec M. Duceppe qu'avec M. Beaulieu. On l'a vu au tout début, la réaction de M. Péladeau envers le Bloc, qui était le Bloc de Mario Beaulieu, c'était ni plus ni moins que cette histoire-là, c'est fini. Là, je pense que l'attitude va être différente et que l'appui que le PQ va donner au Bloc va être nettement meilleur que ce qu'il aurait été avec M. Beaulieu. Mais il y a un danger quand même. Si le Bloc ne revient pas d'une façon même respectée, ça va démontrer que peut-être ce qu'on a vécu au partiel récemment, c'est l'effet PKP, l'effet du revenu du mouvement souverainiste n'est vraiment pas là. Ah, tout à fait. C'est pour ça que le PQ va s'engager fortement derrière le Bloc, je pense. Oui, parce qu'il y a en ce moment une espèce d'ébullition au Parti québécois. Dans la foulée de l'élection de Pierre-Carl Péladeau, c'est un nouveau chef. Les militants sont très confiants, sont contents de le voir là. Il y a eu Jacques Parizeau, son décès. Ça a suscité une très grande réflexion chez les souverainistes qui se disent, comme M. Parizeau, écoutez, si lui y a cru jusqu'au bout, pourquoi nous, on n'y croirait pas? Mais il y a un travail à faire, il est énorme, Michel l'a dit. Il va falloir que tout ce monde-là se serre la main parce que dans des luttes à 4, ils peuvent gagner 25 comtés, mais ils peuvent en gagner seulement 5 aussi. Bon, alors passons maintenant à un autre sujet, c'est l'impasse sur l'avenir du Sénat. Faut-il le réformer? Faut-il l'abolir? La question se pose de plus en plus avec, bien sûr, le scandale des dépenses des sénateurs. Tasha, il y a certains qui parlent même maintenant de faire un référendum sur cette question. Oui, parce que je pense que c'est la seule façon de vraiment de redémarrer le débat de façon productive, parce qu'on sait tous que la Cour suprême a statué que ça passe par les provinces, la réforme ou l'abolition. La réforme, c'est une boîte de Pandore. Ça ouvre toute la possibilité que le Québec et autres provinces aussi ramèneraient d'autres choses sur la table. Mais l'abolition, on pourrait mettre la question à la population très claire et nette, oui ou non, statu quo ou abolition, qu'est-ce que vous voulez? Si la population voterait pour l'abolition, légalement, il n'y a pas d'effet, mais ça provoquerait pour les premiers ministres des provinces la possibilité de dire « oui, on va l'abolir parce que le peuple le veut ». Ce ne serait plus un obstacle à l'abolition et peut-être on y arriverait. Mais c'est pas si simple, Daniel, parce que ça risque en tout cas d'être un enjeu électoral assez important à la prochaine campagne.
Bien, si j'étais un néo-démocrate, bloquiste ou libéral, je rappellerais sans arrêt à Stephen Harper qu'il a nommé d'excellents sénateurs qui se retrouvent aujourd'hui entre les mains de la GRC. Merci. Sauf que le débat de fond doit aller au-delà de ça. Oui, un référendum, ce serait très bon, ça forcerait la main des provinces. Moi, je ferais le référendum sur l'abolition ou la réforme parce que le statu quo, vous voulez garder le Sénat tel qu'il est aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Canadiens qui souhaitent ça. Donc un référendum, comme on en fait aux États-Unis sur ces questions-là, est-ce que M. Harper aurait le courage de le faire? Ce serait une fort bonne idée. Est-ce qu'on doit avoir peur, si c'est l'option réforme du Sénat qui l'emporte, d'ouvrir la Constitution? À chaque fois qu'on dit ouvrir la Constitution, tout le monde a l'air de penser que c'est la fin du monde. Est-ce qu'on se condamne jusqu'à la fin des temps à ne jamais ouvrir la Constitution? Je sais, mais tout ce que je veux, moi, c'est de ne pas couvrir ces débats-là au jour le jour, mais de façon plus fondamentale, est-ce que le Canada se condamne à l'immobilisme jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il y a peur qu'il y ait trop de demandes? Est-ce qu'on se condamne à vivre avec la monarchie, avec le Sénat tel qu'il est, parce qu'on a peur de négocier? Il me semble que nos chefs, nos dirigeants devraient avoir un peu plus de colonne vertébrale, non? Bien, Philippe Couillard, Michel, a dit qu'il était opposé à l'abolition, qu'il le sera et que le Québec le sera toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'il y tient tant à ce Sénat? Bien, c'est traditionnellement, le Québec veut s'assurer, puis ça a été la position dès le départ, que le Sénat soit une espèce de contrepoids à sa perte de poids relatif à la Chambre des communes. Alors, il y a eu toutes sortes de tentatives dans le passé. Le livre beige de M. Ryan, par exemple, on voulait l'abolir, mais le remplacer par une Chambre des provinces où le Québec se verrait garantir 25 des membres. Alors, il y a toujours cette préoccupation-là, mais le scénario du référendum, ça a l'air très séduisant comme ça. Je me souviens que Maxime Bernier en avait fait la proposition il y a une couple d'années. Et à ce moment-là, il y avait eu un sondage au Québec et 52 des Québécois étaient pour l'abolition. Mais imaginez, on voit, M. Couillard est contre, qu'il y a une campagne référendaire, que le gouvernement est contre, peut-être le PQ serait contre, peut-être que tous les partis de l'Assemblée nationale seraient contre l'abolition. Et là, on aurait un résultat où le reste du Canada veut abolir le Sénat, mais le Québec, on veut le maintenir au Québec, pas parce qu'on aime le Sénat, mais parce qu'on ne veut pas se perdre cette arme ou d'équilibrage ou de marchandage dans une négociation éventuelle. Alors, ça a l'air bien beau comme ça, mais ça peut être extrêmement... le diable est dans les détails et c'en est un gros. Et est-ce qu'il ne faudrait pas remplacer le Sénat? Et est-ce qu'il ne faudrait pas le remplacer de toute façon par quelque chose, le Sénat? Il est arrivé, j'ai eu un exemple que je voyais un petit peu plus tôt aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. On l'a aboli, on ne l'a pas remplacé, mais ça a amené à la longue un changement dans le mode de scrutin parce qu'on s'est rendu compte que les régions n'étaient pas suffisamment représentées. On a introduit la proportionnelle et là, il est né toutes sortes de petits partis régionaux, justement, pour combler l'absence du Sénat. Alors, d'une manière ou d'une autre, il va falloir, dans un pays aussi vaste que le Canada, que les régions, les provinces, en l'occurrence, trouvent le moyen de s'exprimer dans le Parlement central. Bien, il y a d'autres façons aussi. Si on voulait donner plus de comités parlementaires, le travail qui est fait présentement par le Sénat, beaucoup de comités, il y a plein de députés qui aimeraient avoir un plus grand rôle dans la Chambre des communes. Pourquoi pas augmenter la responsabilité de ces gens-là? Oui, mais ça, c'est pas l'expression des provinces, là. Ça serait simplement des députés fédéraux qui auraient plus de responsabilités. Oui, l'idéal, c'est une réforme. L'idéal, c'est une réforme, mais qui dit réforme sérieuse, en profondeur du Sénat, dit aussi que ces gens-là, si les sénateurs sont élus, il faut leur donner des pouvoirs. Ce n'est plus des marionnettes qui font ce que le parti à la Chambre des communes leur demande. Donc, il faut lui donner des pouvoirs. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais un référendum, ce serait le fun. Je sais que Michel n'en veut pas, mais ce serait le fun. C'est pas que j'en veux pas, mais je trouve que ça pourrait créer plus de problèmes que ça. Non, je suis d'accord. De cette façon-là, pour un journaliste, c'est toujours intéressant. Michel, il ne veut pas de référendum ni de négociation constitutionnelle, mais bon, un jour peut-être. Je pensais pas que le sujet du Sénat allait vous allumer autant, mais ça me fait plaisir. Alors, j'avais annoncé que c'était notre dernière table ronde, mais on vous aime tellement, on ne peut pas se passer de vous. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre table ronde. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Au revoir.